Il y a des gens qui aiment faire de l'administration. Il y a des gens qui aiment compléter des formulaires, qui aiment garder cette routine-là. Mais l'avenir des RH, il n'est pas là. L'avenir des RH, c'est comment, à nouveau, on va retrouver notre vrai ADN qui est d'aider chaque personne à atteindre son plein potentiel et de créer de la valeur dans l'organisation. Et ça, c'est pas en complétant des formulaires, c'est pas en passant des journées à faire des recherches sur LinkedIn, c'est pas en passant des journées à faire des recherches dans des ATS ou bien à compléter des cases dans des ATS. J'ai rencontré tel candidat, tel jour, telle heure, etc. C'est une bonne candidate. Écoute, ça va, on n'a pas fait des bacs en ressources humaines, des maîtrises en ressources humaines, des doctorats en RH pour faire ça. On s'entend, là. Dans la tête de chaque personne, il y a un petit muscle qui s'appelle cerveau et qu'on pense qu'il faut l'utiliser à son plein potentiel. Vous écoutez La Talenterie, votre meeting du vendredi. Bon vendredi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de La Talenterie. Je suis Sarah Jourdain-Houle, l'animatrice de ce podcast et aussi la fondatrice de l'entreprise La Talenterie. Et si ce podcast était un diagramme de Venn, il y aurait 3 bulles: entrepreneuriat, innovation sociale et monde du travail. Puis le sujet d'aujourd'hui serait vraiment pile au centre de ce diagramme de Venn-là parce qu'on reçoit Pap Wad, qui est le CEO et cofondateur de l'entreprise Airudi, donc qui s'écrit A-I-R-U-D-I. C'est un jeu de mots, en fait, entre intelligence artificielle et le fait d'être érudit, donc de posséder le savoir, les connaissances. Puis en fait, l'idée derrière cette entreprise-là, leur slogan, c'est l'intelligence artificielle au service des RH. Donc, leur mission d'entreprise, c'est un peu d'automatiser certaines tâches en RH ou de transformer le rôle, en fait, pour outiller les RH en entreprise afin qu'ils puissent un peu se décoller de la routine, de la paperasse, puis devenir plus stratégiques. Donc, je vous avoue que les premières fois que j'ai parlé avec Pap, c'est des choses que je trouvais très confrontantes. Je l'ai challengé d'ailleurs, tu sais, c'est sûr que les premiers réflexes qu'on a, c'est de se dire « Oui, mais là, attends un petit peu, là, si tu automatises, exemple, 80% des tâches, des personnes en recrutement, ça coupe des postes, cette histoire-là. » Vous allez voir, on en a d'ailleurs parlé dans le podcast. Puis j'avoue qu'après réflexion, puis après en avoir discuté, j'en viens un peu au constat que, tu sais, c'est certainement épeurant. En même temps, c'est la réalité, c'est ce qui se passe, on n'y échappera pas vraiment. Ça fait longtemps que la fonction RH doit être transformée, qu'on en parle, qu'on dit qu'on veut être plus stratégique, puis qu'en même temps, il n'y a comme pas tant de solutions. L'automatisation du travail, c'est quelque chose qui touche toutes les fonctions, pas juste la fonction RH. Donc, je trouve que c'est une belle étude de cas aujourd'hui. Puis, ben, c'est sûr que ça peut être perçu comme une menace, mais en même temps, c'est une opportunité aussi de dire, ben, OK, tu sais, si jamais on pouvait focusser sur autre chose, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire pour la fonction RH que d'automatiser une bonne partie des tâches qu'on fait qui sont peut-être moins à valeur ajoutée. Donc, ça serait intéressant de pouvoir en jaser. Si jamais vous avez des réactions suite à cet épisode-là, si ça fait germer des choses en vous, soit des idées, des préoccupations, n'hésitez pas, ça m'intéresserait vraiment d'échanger avec vous sur le sujet. Parce que j'avoue que moi-même, c'est quelque chose qui me challenge, qui m'interpelle, m'intéresse. Donc, on pourrait en reparler longuement. Mais d'ici là, merci d'être à l'écoute chaque semaine. Merci tellement. Si vous pouvez continuer à nous soutenir en nous donnant des étoiles, en parlant du podcast, en le partageant aux gens à qui ça peut être utile ou pour qui ça peut être pertinent, ce serait vraiment très apprécié. Ça nous aide en fait là, à nous donner l'énergie de continuer à publier à chaque semaine. Puis reste qu'il y a quand même beaucoup de travail derrière ces épisodes-là. Donc, j'en profite encore une fois pour remercier Charles et Rosalie, mes complices, qui font en sorte que c'est possible de sortir un épisode par semaine. Et puis, tout de suite, je vous présente, sans plus tarder, mon invité cette semaine. J'ai l'honneur vraiment de recevoir Pap Wad, qui est CEO et cofondateur chez Airudi. Bonjour, Pap. Salut Sarah, ça va bien? Ça va bien, toi? Excellent, très enchanté de
d'échanger avec toi aujourd'hui. Eh bien, moi aussi, puis ça fait longtemps qu'on avait prévu cet enregistrement-là. J'étais hyper contente que tu acceptes. Pour la petite histoire, pour les auditeurs, je t'ai découvert parce que tu faisais une conférence en live sur Facebook. Si je ne m'abuse, c'était à la Maison de l'innovation sociale, mais je me souviens plus. Puis je te trouvais passionnant, puis j'ai pris la chance de t'écrire par LinkedIn et dans ta grande gentillesse, t'as accepté qu'on discute, puis après, t'as même accepté mon invitation. Donc, merci beaucoup. Sache que c'est vraiment apprécié. Puis là, en plus, on a un sujet vraiment passionnant aujourd'hui. Je pense que ça va challenger plusieurs des auditeurs parce qu'il y a beaucoup de RH qui nous écoutent. Puis on va parler d'intelligence artificielle pour automatiser plusieurs choses en ressources humaines. Ça va faire la nuance un peu sur le fait qu'on remplace pas l'humain puis tout ça. Mais j'aimerais commencer par que tu nous expliques, en fait, c'est quoi Érudit? Qu'est-ce que vous faites en général dans tes mots? Oh, Paul, Sarah, tu me ramènes à tous nos débuts. On faisait beaucoup de pitch, tu sais, l'élévateur pitch où tu dois très rapidement présenter ta startup. Mais écoute, Érudit, c'est une RH Tech. Donc, le nom vient du mot français érudit, un érudit. Donc, c'est quelqu'un qui a la connaissance et puis qui la diffuse, qui la partage avec le plus grand nombre. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous utilisons les différents outils de l'intelligence artificielle qu'on combine au savoir et à l'expertise RH, donc pour aider les gens en ressources humaines, les gestionnaires, les superviseurs également d'opérations à prendre les meilleures décisions possibles dans le secteur des ressources humaines, dans la gestion de leurs gens. Puis tu me disais que, dans le fond, l'idée ou la raison d'être de ton entreprise, c'était aussi de faire évoluer la fonction RH en éliminant certaines tâches administratives pour que les RH se focusent un peu plus sur leur métier. Veux-tu en parler de ça, de qu'est-ce que vous arrivez à faire concrètement dans les organisations en implantant vos technologies? Oui, j'aime beaucoup ce que tu viens de dire là. Donc, aider les RH à se réinventer, à se transformer. Moi, pendant plusieurs années, j'ai discuté avec des exécutifs, des conseillers RH, etc., conseillères également. Tout le monde, dans le fond, se tambourinait la poitrine en disant « je veux faire de la stratégie, je veux faire de la stratégie, il faut qu'on fasse de la stratégie, etc. » Mais en bout de ligne, il y a peu de RH qui font de la stratégie. La raison est simple, pas parce qu'ils ne veulent pas, parce qu'ils demandent, mais parce qu'ils n'ont juste pas le temps de pensée stratégique. Ils sont embourbés dans des processus, des procédures administratives qui ne font aucun gros bon sens et qui, en bout de ligne, créent peu de valeur pour leurs deux clients. Leurs deux clients, c'est qui? C'est les employés qu'ils doivent aider à atteindre leur plein potentiel. C'est aussi l'organisation où ils doivent créer de la valeur, clairement. Donc, bien malheureusement, on n'arrive pas encore, comme les finances l'ont fait, qui sont très, très stratégiques aujourd'hui au niveau des organisations, le marketing, la communication l'ont fait. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on est dans un contexte extraordinaire qui va aider les RH, je l'espère. En tout cas, par exemple, nous, qu'est-ce qu'on fait? À pouvoir, à tout le moins, enfin, Sarah, pouvoir faire de la stratégie et retrouver notre vrai ADN. Parce que l'ADN des RH, c'est quoi? C'est que j'ai dit tout à l'heure, c'est d'aider chaque personne à atteindre son plein potentiel et de créer de la valeur dans l'organisation, quelle qu'elle soit. Donc, je l'espère qu'on va arriver à ça avec les outils qu'on développe chez Érudit. C'est dans le fond plusieurs lignes de produits. La première ligne de produits est dédiée au recrutement augmenté, on l'appelle. Donc, on vient automatiser 80% des processus de recrutement. Pour les gens qui nous écoutent, qui ont déjà fait des recrutements, on le sait, le goulot d'étranglement, il est au niveau de comment je trouve le meilleur candidat, comment je le contacte, et puis comment j'organise mon entrevue pour jaser avec. Donc ça, c'est 80% à peu près
de ce temps-là où on va aller dans l'ATS, la base de données de l'entreprise, qu'on va chercher des profils avec des mots-clés qui vont nous sortir 50, 30 CV qu'on va éplucher à la mitaine pour regarder. Après, on court, aller voir dans LinkedIn si on va aller trouver d'autres candidats. Après, on s'en va sur Indeed pour voir si on va trouver des profils. Après ça, on va sur Job Illico, etc., etc. Après ça, il faut envoyer un courriel aux candidats, les contacter, etc., etc. Donc, tout ça, pour nous, chez Erudit, pour avoir fait du recrutement, pour avoir déjà travaillé dans une entreprise de recrutement, ben nous, on trouve que c'est la perte de temps, clairement. Parce que pendant ce temps-là, ben, le recruteur, la personne au recrutement, ben, il ne passe pas du temps avec le candidat qu'il veut ou elle veut embaucher. Mm-hmm. Nous, on n'est pas en ATS, parce que l'ATS fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Pour tes auditeurs, auditrices qui nous écoutent, la majorité savent que dans un ATS, il y a beaucoup de pertes de temps parce qu'il y a beaucoup de rentrées de données. On entre beaucoup de données dans l'ATS. Moi, pour l'avoir vécu dans le passé, j'ai même eu des gens au recrutement qui n'utilisaient même pas l'ATS qui était à leur disposition ou qui l'utilisaient à peine, tellement que c'était lourd, c'était fastidieux, etc. Nous, on est vraiment focusé sur le sourcing. C'est comment on aide la personne au recrutement à trouver le meilleur profil qui correspond au poste qu'il va doter. Donc, c'est vraiment des algorithmes de matching donc d'un poste versus les candidats qui répondent donc à ce profil-là. Donc, on peut venir, par exemple, nous intégrer à un ATS, par exemple, où là, on est en train sur un projet d'intégration à un ATS, donc qui dans le fond, un ATS d'une grande envergure. Donc, on ne fait pas le travail de l'ATS. Nous, on vient vraiment, on focus, notre niche, c'est comment on peut aider le recruteur à focuser essentiellement sur le ou la candidate. OK. Super. Puis ça m'amène à ma prochaine question. Puis ça m'a popé pendant que tu parlais. Fait que je sais pas si tu auras une réponse pour moi. Mais qu'est-ce que tu penses, tu sais, des entreprises qui ont... Je pense qu'il y avait L'Oréal, il y a quelques années, qui avait implanté des robots recruteurs qui parlaient, qui faisaient comme la première entrevue avec les candidats. Tu penses quoi de ça, toi? Parce que, essentiellement, ce que je comprends de ton produit, c'est que tu veux donner plus de temps aux recruteurs pour focuser sur l'humain. Qu'est-ce que tu penses d'éliminer la première étape, contact avec l'humain? Alors, on a été au courant de ce projet-là. Dans le fond, le robot s'appelle le robot Vera. C'est un robot qui s'appelle Vera. Il a été développé en Russie. Et puis, il y avait PepsiCola, Coca-Cola, L'Oréal, etc., qui voulaient tenter l'expérience. Mais nous, au début, on y a pensé, pour être bien transparent avec toi, pour faire cette première étape-là. On a très rapidement réalisé que, parce qu'on en a fait du recrutement, moi qui parle, j'ai été DRH dans une entreprise, une grande entreprise ici à Montréal, qui fait partie des 300 plus grandes entreprises au Québec. Donc, le recrutement, on connaît très bien ça. Fait qu'on s'est posé la question, est-ce que tu mets un robot qui va parler aux candidats ou, dans le fond, tu libères le recruteur pour le laisser justement se concentrer sur l'humain. Parce que la valeur ajoutée pour nous, elle est là pour le recruteur. Mm-hmm. Donc, on a pivoté, puis on s'est dit, bon, ben, la meilleure option serait vraiment de toutes les tâches qui sont chronophages pour le recruteur, on va le libérer de ces tâches-là pour justement l'aider à avoir du temps de qualité avec son candidat ou sa candidate. Donc, pour moi, il faut vraiment laisser le recruteur prendre un temps de qualité avec l'humain, avec son candidat. Maintenant, est-ce qu'il y a des questions de pre-screening, comme on appelle, qu'on pourrait intégrer en prévision de l'entrevue que le recruteur va passer avec son candidat ou sa candidate? Oui, c'est des choses qui peuvent être explorées, mais de donner la première discussion à 100% à un robot, ouais, nous, chez Erudit, on pense que ce n'est pas une bonne idée. On pense qu'il faut vraiment, justement, on va redonner de la place à l'humain. Mm-hmm.
Donc, il ne faut pas qu'on soit en contradiction. Par contre, d'aider le recruteur justement à identifier les meilleurs profils pour ne pas avoir à perdre du temps à éplucher des CV, des centaines de CV. Là, nous, notre valeur ajoutée, elle est vraiment là. Donc, on aide le recruteur là-dessus. Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, nous pensons que la relation humaine doit vraiment rester. Puis, vous automatisez combien de pourcents à peu près des tâches des recruteurs ou des RH en général? Est-ce que vous avez des chiffres sur ce que vous êtes capable d'avoir comme gain d'efficacité? Absolument. Entre 60 et 80% du processus qu'on automatise. Quand même, hein? Puis ça, quand tu nommes ça, est-ce que tu as des réactions de crainte ou de gens qui ont peur de perdre leur emploi, de se faire remplacer par des robots? J'imagine que tu vis beaucoup ça dans ton quotidien, de rencontrer ces freins-là chez les gens. Oui, absolument. Là-dessus, j'ai une anecdote, en tout cas, nous, qu'on raconte souvent, qu'on trouve assez drôle. On a été dans une rencontre, justement, de pré-diagnostic. Le CEO d'une entreprise nous avait demandé de regarder comment on pouvait l'aider à optimiser donc ses processus RH et puis élever le niveau du jeu de RH. Donc, on a rencontré la personne qui s'occupait, qui avait un poste exécutif, la vice-présidente. Donc, on a commencé à jaser, on expliquait un peu qu'est-ce que nos algorithmes étaient capables de faire, etc. Et la personne nous a posé la question, OK, fait que là, M. Wade, si je comprends bien, ce que vous voulez, c'est de supprimer les postes de mes conseillers et conseillères. Et après ça, ça va être à moi. C'est ça que vous voulez faire? C'est ça le mandat que mon président nous a donné. Donc, tout de suite, on a eu une réaction. La discussion, finalement, c'est très bien passée parce qu'on a quand même pris le temps de bien expliquer les choses, de reprendre les choses et puis d'expliquer et puis de prendre du recul et puis à l'amener à avoir un regard beaucoup plus cartésien. Mais pour répondre à ta question, oui, on a de la réticence qui est tout à fait légitime, mais souvent qui est plus émotive que rationnelle. Donc, parce que l'intelligence artificielle, elle n'est pas là, et heureusement, elle n'est pas là pour prendre la place d'un conseiller ou d'une conseillère en ressources humaines. Moi, je donne souvent l'exemple de la médecine ou l'exemple du marketing. La médecine aujourd'hui, si tu as des algorithmes qui sont capables d'aider le radiologiste à interpréter des résultats, lui, ça lui permet de se concentrer sur d'autres choses que de faire de l'interprétation, etc. Si au marketing, tu as des algorithmes qui sont capables d'aider les gens au marketing à prendre les meilleures décisions possibles pour pousser leurs produits, pour satisfaire leurs clients, etc. Pour nous, l'intelligence artificielle est ici plus un allié, une alliée, plus qu'autre chose. Par exemple, si, on va éliminer 80% des tâches d'un recruteur, qu'est-ce qu'on lui permet de faire? On lui permet de se concentrer sur sa relation avec les candidats, à leur donner plus de temps de qualité et puis à focuser. Par exemple, là, on est en train de développer un algorithme qui va prendre des notes à la place du recruteur, par exemple. Qu'est-ce que ça permet? Parce que souvent, quand on est en entrevue, on prend des notes. On prend des notes. Des fois, il y a des choses qui nous échappent, etc. Ces notes-là, moi, j'aimerais il y a avoir beaucoup ça comme d'abréviations. consultante. J'haïrais pas ça, avoir ça, si vous l'adaptez pour le grand marché. Tu me feras signe. Écoute, donc, du coup, cet algorithme-là, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire en bout de ligne? Il va résumer la discussion pour le recruteur. Le recruteur peut bonifier ensuite les notes et ça va être annexé donc, au dossier du candidat. Donc, le recruteur, à nouveau, il va gagner du temps, il va gagner de l'écoute également, du temps d'écoute pour pouvoir vraiment se consacrer donc à 100%, dédier son temps, non pas à des prises de notes, mais à sa relation, à sa discussion avec son candidat pendant le processus d'entrevue. Puis, tu sais, j'entends tout ce que tu dis, puis tu sais, c'est sûr que c'est génial, puis tu sais, ça fait quelques fois qu'on se parle, fait que moi, j'ai confiance que c'est vrai ce que tu dis, puis que le but, c'est pas de remplacer l'humain, mais je suis obligée de te challenger parce que, puis moi aussi, les premières fois que tu me disais que vous remplacez 60-80% des tâches,
En remplaçant ça, est-ce qu'il reste vraiment de la place pour tout le monde? Tu sais, mettons qu'on est 10 dans un département RH, puis que vous automatisez, ou tu sais, département de recrutement, puis vous automatisez 80% des tâches, ben, tu sais, on n'a pas plus de postes à recruter. Fait que comment ça se vit concrètement dans le quotidien? Est-ce que les gens se réapproprient d'autres tâches, leur rôle se transforme dans l'organisation, ou des fois, ça arrive que, ben, malheureusement, il faut couper certains postes suite à l'implantation. Comment ça se passe? Ben, écoute, Sarah, tu viens de toucher vraiment une question qui est centrale, qui est la transformation du rôle des ressources humaines. Donc, en entreprise, dans n'importe quelle organisation aujourd'hui. Avec ou sans l'IA, les RH vont se transformer. Que les gens de notre secteur le veuillent ou pas, les RH sont en train de se transformer pour plusieurs raisons. Juste au niveau des profils de compétences qu'on cherche aujourd'hui. Aujourd'hui, on focus énormément sur la personnalité. Des gens. On regarde beaucoup la personnalité des candidats qu'on embauche. On appelle ça les soft skills, mais c'est pas si soft que ça. Je veux dire, c'est super, super important tout ça. Alors, qu'est-ce que ça l'amène? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va arriver un moment ou un autre qu'il y a des gens qui vont juste se dire, bon, mais ça, là, cette façon de faire les RH, c'est pas fait pour moi. Parce que les métiers évoluent, qu'on le veuille ou pas. Donc, à un moment ou un autre, moi, c'est ce que et puis je l'ai vu, je le vois toujours aujourd'hui dans certains de nos mandats, que il y a des gens qui eux-mêmes vont se dire, bon, mais c'est plus les RH que moi que je voulais faire. Parce qu'il y a des gens qui aiment faire de l'administration. Il y a des gens qui aiment compléter des formulaires, qui aiment garder cette routine-là. Mais l'avenir des RH, il n'est pas là. L'avenir des RH, c'est comment, à nouveau, on va retrouver notre vrai ADN, qui est d'aider chaque personne à atteindre son plein potentiel et de créer de la valeur dans l'organisation. Et ça, c'est pas en complétant des formulaires, c'est pas en passant des journées à faire des recherches sur LinkedIn, c'est pas en passant des journées à faire des recherches dans des ATS ou bien à compléter des cases dans des ATS. J'ai rencontré tel candidat, tel jour, telle heure, etc. C'est une bonne candidate. Écoute, ça va, on n'a pas fait des bacs en ressources humaines, des maîtrises en ressources humaines, des doctorats en RH pour faire ça. On s'entend, là. Dans la tête de chaque personne, il y a un petit muscle qui s'appelle cerveau et qu'on pense qu'il faut l'utiliser à son plein potentiel. Donc, nous, on pense que c'est des très bonnes nouvelles qu'on amène là, mais parce qu'on va enfin aider les RH à pouvoir élever davantage leur niveau de jeu et à retrouver leur vrai ADN, c'est-à-dire recentrer l'humain. Et l'humain n'a jamais été aussi important. Je vais juste te faire part de 3 livres que j'ai finis il n'y a pas trop longtemps. Il y en a un, c'est un livre de Jim Collins, c'est un chercheur qui parle de la performance à l'excellence, devenir une entreprise leader. Donc, qu'est-ce que Jim Collins a fait? Il a pris une trentaine d'entreprises dans des secteurs différents. Il les a comparés avec leurs compétiteurs pour voir comment ces entreprises sont passées de bonnes à excellentes. Le deuxième livre que je te parlerai, c'est un livre d'un général d'armée qui s'appelle Qu'est-ce qu'un chef? C'est le livre de Pierre de Villiers. Le dernier livre que j'ai fini il n'y a pas longtemps, c'est un livre d'un de mes mentors qui est dans mon conseil à visa qui s'appelle Robert Dotton, un des plus grands dirigeants que le Québec, d'entreprise que le Québec n'ait jamais eu, encore pour moi, quand même dirigé une entreprise de 30 000 employés qui s'appelle Mise à Niveau. Donc, c'est l'ex-président de Rona. Alors là, tu as un chef d'entreprise, donc quelqu'un qui a géré une entreprise de 30 000 employés, qui l'a pris d'un point A pour l'amener à un point B extraordinaire, qui est devenu une référence. Tu as un militaire et tu as une équipe de chercheurs. Donc, 3 personnes qui viennent de milieux complètement différents. Alors, ils ont un point commun, ces personnes-là, ces 3 personnes-là. Qu'est-ce qu'elles disent? Que dans le fond, gérer des gens, commander des gens, être une entreprise leader dans son domaine, ça ne prend pas la meilleure technologie. Tout ça, c'est des leviers. Mais le nœud là-dedans, le cœur de tout ça, c'est les gens. C'est comment on gère les gens.
qu'est-ce qui a fait la performance de Ronan, qu'est-ce qui a fait la performance de ces 30 entreprises-là qu'on a parlé, qu'est-ce qui fait qu'un chef militaire, on peut avoir, la perception qu'on peut avoir pour un militaire, c'est comment il va commander, donner des ordres, etc., etc. Lui, il dit tout à fait le contraire. Qu'est-ce qu'il dit? C'est comment je gère mes gens. Je veux dire, donc, aujourd'hui, les ressources humaines n'ont jamais été aussi importantes. Par contre, elles ne sont pas importantes sous l'aspect de comment je complète mes formulaires, comment je fais telle affaire, etc., etc. L'autre livre que je te parlerai s'appelle Bullshit Job. Oui, je l'ai lu. Aujourd'hui, c'est plate, qu'est-ce que je vais dire, mais beaucoup de nos gens en ressources humaines, moi, avec qui je parle, ne disent pas c'est de la bullshit job qu'on fait. Mm-hmm. Et pourtant, notre fonction n'a jamais été aussi importante. Donc pour moi, c'est vraiment important aujourd'hui de lancer ce message-là à tes auditeurs que qu'est-ce qu'on est en train de faire là, c'est pas pour exclure ou bien pour diminuer des postes. Bien au contraire, c'est pour autant les ressources humaines, leur rôle, c'est d'aider chaque personne à atteindre son plein potentiel et de créer de la valeur dans l'organisation. Mais nous, comme RH, il faut qu'on atteigne notre plein potentiel. Il y a des enjeux majeurs, Sarah, qui s'en viennent dans le monde du travail et qu'on vit aujourd'hui. Mais ces enjeux-là, les RH sont appelés à les accompagner, sont appelés à donner un coup de main, à les supporter, que ce soit la transformation du monde du travail, la transformation numérique, les nouvelles formes du travail, etc., etc. Alors, si on est embourbé dans tous ces processus-là, dans toutes ces poutines-là, ben, qu'est-ce qui va arriver? Bon, on va être en périphérie, on va être sur la touche, on va être des observateurs, on va être des exécutants. Et on va continuer à se tambouriner à la poitrine en disant, on va faire de la stratégie. Mm-hmm. Donc, aujourd'hui, ces outils-là, je veux dire, arrivent avec des très bonnes nouvelles. Je suis assez d'accord avec toi aussi, notamment sur ce que tu disais, sur le fait que ça fait comme... En fait, je pense que ça fait 10 ans qu'on se dit, il faut que les RH soient à la table, il faut que les RH soient plus stratégiques, puis qu'on soit d'accord ou non avec l'automatisation ou, la tangente que ça prend avec l'intelligence artificielle. Reste que la réalité, c'est que, tu l'as dit, c'est que la fonction se transforme de toute façon. Puis il y a quelqu'un, que je vais pas nommer son nom parce que j'ai pas l'autorisation, mais de très influent là, dans le domaine, notamment auprès de l'ordre, des CRH qui m'avaient dit, c'est plate parce que souvent il y a des réticences à des technologies comme par exemple ce que vous pouvez faire chez Erudit, mais reste que de toute façon les dirigeants d'entreprise veulent ça parce que c'est une question de survie même pour l'entreprise, pour rester compétitif, pour avoir des conseils stratégiques à table, pour investir dans ce qui fait vraiment du sens, là, payer des gens pour remplir des papiers versus se faire conseiller ou transcender l'organisation. Fait que il y a comme un peu un côté de toute manière, on est un peu rendu là, puis on a comme pas tant le choix. Est-ce que combien de temps tu penses que, mettons, là c'est encore assez nouveau, je pense que c'est les plus grandes organisations, si je ne m'abuse, qui peuvent peut-être plus s'offrir le genre de solution que vous mettez en place? Présentement, oui, on a beaucoup de grandes organisations qui utilisent nos solutions. Mais comme je disais la dernière fois, il y a de plus en plus des PME. Par exemple, on a commencé un très beau mandat avec une entreprise, une PME. Là, ils sont une centaine d'employés qui aujourd'hui, sont en train de mettre en place des outils en intelligence artificielle justement pour optimiser tout leur processus décisionnel, en tout cas une grande partie, pour pouvoir transformer leur fonction RH et focuser beaucoup plus sur un service stratégique plus qu'autre chose. Puis là, dans le fond, on a parlé beaucoup du recrutement, mais il y a beaucoup d'autres choses que vous faites. Peut-être avant de tomber dans les autres solutions ou les autres fonctions RH, mettons, que vous êtes capable d'automatiser ou d'optimiser. Tu m'as parlé aussi, avant qu'on commence à enregistrer, de gamification pour optimiser le recrutement. Puis je trouvais ça vraiment cool. Puis j'aimerais ça que tu nous expliques un peu ce que vous êtes en train, sur quoi vous travaillez, dans le fond.
Oui, c'est sur quoi on est en train de. Ben, c'est la fonctionnalité qu'on est en train de travailler présentement. On ajoute une autre couche sur l'algorithme de matching. Donc, une fois que l'algorithme, par exemple, a fait une recommandation des 10 meilleurs profils, soit basés sur les données qui existent au niveau de l'ATS ou sur l'open web, euh, si le recruteur donc accepte les recommandations de l'algorithme et fait ses entrevues et qui veut faire maintenant des tests de compétences, souvent l'employé ou le candidat, dans ce cas-ci, soit il vient dans l'entreprise, il complète en ligne ou à travers un formulaire des tests de compétences, ou bien on lui envoie chez lui, il va le compléter, etc., à travers un formulaire. Ben nous, qu'est-ce qu'on est en train de mettre en place? C'est un environnement dans le fond, avec un jeu vidéo, donc que le candidat peut faire chez eux. Je donne un exemple. Si tu cherches un mécanicien, par exemple, si tu veux valider ses compétences, donc au niveau des points que tu as identifiés, ben nous, qu'est-ce qu'on fait avec nos algorithmes? Qu'est-ce qu'on fait? On va développer donc un jeu vidéo qui va permettre à ton candidat, ta candidate, dans un environnement 3D, ben, de pouvoir valider si il y a ces compétences-là ou pas. Je donne un exemple de comment on fait le cadenassage. Si tu es un électricien, par exemple, c'est quelque chose de super, super important. Non seulement c'est des questions de santé, sécurité, mais je veux dire, tu ne peux pas passer à côté de ça. Donc, par exemple, qu'est-ce qu'on a développé? C'est un jeu vidéo où on met les mécaniciens, ben, le candidat pour ce poste de mécanicien-là en situation réelle où il doit faire son cadenassage. Il doit prendre son gant, prendre son casque, prendre le cadenas, etc. Ben, encore tout le processus, il va le faire. Et puis, l'algorithme va être en mesure de dire si il a bien fait, il n'a pas bien fait, etc., etc. Alors, qu'est-ce que ça l'amène à nouveau? Ça ne veut pas dire que ce candidat-là ne sera pas embauché. Ça veut juste dire que pour la personne aux ressources humaines, il va tout de suite, avant même, je veux dire, qu'on ait embauché le candidat, détecter les points sur lesquels il faut mettre l'emphase sur la formation de ce candidat-là. Parce que au niveau du cadenassage, il y a des limites, il y a des choses sur lesquelles je pense qu'il ne maîtrise pas parce qu'avec le jeu vidéo, il n'a pas bien fait, etc., etc. Donc, ça veut dire que si cette personne-là est embauchée, mais pendant son processus, donc au niveau, une fois qu'il est intégré, etc., au niveau des formations, mais la personne au RH va accompagner son gestionnaire pour faire une formation en santé et sécurité parce qu'on sait que ça a été détecté par les algorithmes comme quoi que c'est un point faible. Par exemple, chez ce candidat-là, qui a d'autres points forts, raison pour laquelle il a été embauché, mais ce point-là, il faut le travailler. Par exemple, à travers une formation, du coaching, de l'accompagnement, etc. Puis c'est quoi les autres grandes sphères d'intervention, disons, ou de solutions que vous avez à l'heure actuelle? Écoute, on a des solutions au niveau de une plateforme de gestion de la santé et sécurité, par exemple. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est-à-dire que si je dois faire de la prévention, comment je vais rejoindre mes gens qui sont, par exemple, dans des opérations différentes qui peuvent être aux États-Unis, au Québec, dans les autres parties du Canada ou un peu partout dans le monde. Donc, ça, à nouveau, c'est des jeux vidéo qu'on développe, donc qu'on personnalise en fonction de la réalité donc du client, avec des algorithmes qui sont derrière pour pouvoir aller chercher, dans le fond, toutes les données, toute l'information nécessaire pour pouvoir émettre ensuite des recommandations sur les formations sur lesquelles il faut focuser, sur les formations sur lesquelles on peut mettre l'emphase, etc. Donc, c'est une plateforme également qui va permettre de faire les déclarations d'accidents et d'incidents, Qui est qui quand va même, permettre à qui peut être lourd là, dans certaines organisations. Là. C'est des gros processus quand même. Là. absolument, ben, c'est des processus qui sont tellement lourds. Moi, j'ai été dans le passé directeur santé-sécurité. Je peux te dire que il y a beaucoup de formulaires à compléter, beaucoup, beaucoup de formulaires. Nous, notre plateforme, il n'y a aucun formulaire à compléter. Dans le fond, tout est digital. Et puis l'algorithme
va aller chercher toutes les informations qui sont contenues dans la déclaration d'accident pour pouvoir émettre des mesures de prévention automatisées. Donc, qu'est-ce que, par exemple, quelqu'un qui passe la journée longue à éplucher tous ces documents-là ou voir avec un tableau Excel à rentrer de l'information, etc., ben, l'algorithme le fait à la place de l'humain et va mettre à jour le plan de prévention, donc au niveau santé-sécurité du client, donc c'est automatisé. Et puis, on va pour les exécutifs, pour les conseillères en prévention, émettre des recommandations sur les choses sur lesquelles on doit focuser pour prévenir la santé et sécurité donc au travail donc des employés. Donc, c'est vraiment une plateforme 360 de gestion de la santé et sécurité au travail propulsée par l'intelligence artificielle. Donc, tu as un avatar qui t'accompagne pendant tout le processus et qui discute avec toi pour t'aider justement à bien gérer ton dossier de santé sécurité. Dans le fond, c'est un conseiller santé-sécurité virtuel qu'on a bâti. Puis lui, il accompagne les vrais conseillers santé-sécurité dans les organisations, dans le fond, pour enlever les étapes. Puis est-ce que, c'est peut-être niaiseux comme question, mais est-ce qu'il faut comme vérifier ce que l'algorithme ou ce que le conseiller virtuel fait pour être sûr, tu sais, surtout la santé-sécurité, c'est tellement un point clé, un point important. Est-ce qu'il faut faire des fois une espèce de revue diligente de ce qui a été fait ou un genre de peer review là, des propositions ou du travail finalement de cet assistant virtuel-là? Oui, absolument. Mais c'est ce que je te disais la dernière fois. Quand tu fais de l'intelligence artificielle, moi, je le compare souvent quand tu fais de la cuisine. Parce que quand tu fais de la cuisine, tu as tes ingrédients. Tes ingrédients, c'est les données. Mm-hmm. Tu as des recettes que tu dois faire. Tes recettes, c'est tes modèles. Ensuite, tu as tes instruments, c'est tes algorithmes. Et puis ensuite, tu as ton plat qui est ta production. Alors, pourquoi je te dis ça? Parce que au début, l'intelligence artificielle, pour faire une métaphore aussi, c'est comme un enfant. Il faut que tu l'aides à s'asseoir, à se tenir debout, à ramper, à marcher, à courir. Après, il devient autonome. Donc, c'est la même chose justement pour éviter toutes ces erreurs-là, les biais, etc., etc. Donc, au début, nous, dans tous les projets qu'on fait, on a une phase, dans le fond, d'entraînement où on entraîne l'algorithme avec les spécialistes naturellement pour que non seulement ça fit avec leur contexte à eux, mais également pour justement, à ton point de tantôt, éviter qu'il y ait certaines erreurs d'interprétation ou de recommandation. Donc, une fois la phase d'entraînement, de calibration finalisée, à ce moment-là qu'on livre la plateforme qui est personnalisée donc au client. Puis est-ce que ça arrive, puis tu sais, je comprends que overall, il y a des revues diligentes qui sont faites, puis que, tu sais, je veux pas remettre en question la pertinence zéro, mais est-ce que ça arrive que des fois, il y a des erreurs ou des omissions, tu sais, parce qu'on est quand même au début, en fait, de l'intelligence artificielle en RH, fait que est-ce que vous êtes encore en train d'essayer de rattraper des balles ou de devoir avoir plus de vigilance, je dirais, quand vous implantez des solutions, ou on est déjà rendu à un point où ça fonctionne, puis il n'y a pas vraiment de gros gaps? Oui, pour l'instant, sur les projets qu'on a, on est à 75% de fiabilité de recommandation, Okay. ce qui est excellent. Donc, au niveau des algorithmes, je donne par exemple le recrutement. Nous, présentement, on est en train de doter une douzaine de postes. Ce qui arrive, c'est qu'on utilise nous-mêmes notre plateforme intelligente de recrutement pour faire dans le fond, pour faire les recommandations, les matchings pour notre recrutement. Donc, et puis, je peux te dire que les gens qu'on a recrutés, on a eu des recommandations et puis on les a rencontrés en entrevue. Ça va super, super bien. OK. Fait que 75% de fiabilité, puis l'humain, il doit pas être à 100% non plus, j'imagine. Comme on dit, l'erreur est humaine. Fait que dans le fond, votre objectif ultime, c'était quoi au départ? Tu t'es dit à partir de quel pourcentage on est content? Généralement, à partir de 70% de fiabilité,
les gens sont contents parce qu'à nouveau, la décision, nous, ce qu'on fait, nos algorithmes, ce qu'ils font, c'est de la recommandation. Donc, la décision appartient toujours à l'humain. Ça, c'est important de le mentionner. Les algorithmes ne prennent aucune décision. Tout ce qu'on propose, c'est uniquement sur la base d'une recommandation. Donc, l'humain, en dernière ligne, prend sa décision d'aller de l'avant ou pas de l'avant. L'autre chose qu'on a au niveau de l'algorithme, c'est que si l'humain décide de ne pas aller de l'avant sur une recommandation de l'algorithme, sur la plateforme, il y a une partie où il faut qu'il donne du feedback à l'algorithme pour lui dire, voici pourquoi je n'ai pas suivi ta recommandation. Donc, du coup, qu'est-ce qui va arriver? C'est que l'intelligence artificielle va apprendre de ça pour se corriger. Donc, dans le fond, c'est vraiment une collaboration entre l'humain et la machine en tout temps. Donc, si, par exemple, la recommandation est suivie, il faut que l'humain rentre l'information. Voici pourquoi j'ai suivi ta recommandation. OK. Ah, intéressant. Donc, et puis, qu'est-ce que ça permet? Bien, ça permet à l'algorithme dans le fond, d'être performante à chaque fois. Puis là, on a parlé on a parlé beaucoup de recrutement, on a parlé de santé, sécurité. Là, je suis obligée de te poser la question parce que c'est plus proche de ma réalité, mais la dernière fois qu'on s'est parlé, vous n'étiez pas rendu nécessairement à implanter des solutions en rémunération. Est-ce que vous avez commencé à travailler ce genre de solution-là? Non, on n'a pas encore commencé à travailler la solution sur la rémunération, pour la simple et bonne raison qu'on n'est pas encore rendu à cette étape-là au niveau de notre roadmap technologique, mais c'est assurément un point qu'on va explorer. Ce qu'il faut ici savoir, Sarah, c'est que nous, qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est juste de dire, qu'est-ce que dans l'expertise RH, on est capable de confier aux algorithmes pour aider la personne aux ressources humaines à élever son niveau de jeu et à avoir un allié technologique qui va vraiment l'aider à retrouver son ADN. Donc, du coup, oui, la rémunération, c'est un bloc sur lequel on va travailler, mais plus à moyen terme. Oui, fait que la gestion des augmentations de salaire, tout ça, j'imagine, en considérant les politiques salariales et les décisions qui ont été prises par des humains, parce que reste que ça a quand même un impact important sur les gens dans l'organisation. Quoi d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres sphères que vous travaillez, explorez ou des solutions qui sont prêtes en ce moment? Oui, les autres sphères qu'on explore, c'est essentiellement au niveau des relations de travail. Je dirais que cette sphère-là est moins évident, mais on est en train très clairement d'avoir des très beaux résultats là-dessus. On a un avocat en interne senior qui a été élu par 2 fois un des meilleurs avocats en relation de travail au Québec. Donc, qui a décidé de vraiment, qui a beaucoup aimé qu'est-ce qu'on fait, qui aime le projet et puis qui va contribuer à son tour à réinventer justement cette façon-là de prendre des décisions donc dans le secteur des RH. Donc, l'idée, c'est de voir comment on peut aider les gens en ressources humaines justement à utiliser l'intelligence artificielle dans la gestion des relations de travail, en allant chercher, par exemple, des cas qui existent déjà, des cas qui ont déjà existé, ou bien les meilleures pratiques qui peuvent être recommandées par l'intelligence artificielle. Donc, pour ça, on travaille beaucoup avec HEC Montréal, avec qui on a mis en place un projet de collaboration. Donc, je te dirais que ça avance très bien, ce segment-là. Mais ça va être vraiment intéressant de vous suivre puis de voir comment ça évolue. Intéressant et essentiel, je dirais, là, pour les RH, de voir un peu comment leur rôle va se transformer parce que là, tu sais, on est quand même au début de la courbe, de la vague. Mais tu as nommé que déjà, il y a certaines PME qui commencent à pouvoir implanter vos solutions. Question peut-être que les gens se posent, là, pour ceux qui sont un petit peu plus rendus là, puis willing, puis qui diraient, ah, mon Dieu, je voudrais des solutions là dans notre organisation, il me semble que ça l'aiderait. Est-ce que ça prend comme des millions de dollars pour pouvoir se permettre quelque chose ou il y a moyen d'avoir des projets un peu plus abordables, disons, pour les moyennes organisations? Oui, mais ça, c'est un mythe, Sarah, que beaucoup de gens pensent que pour faire des projets en intelligence artificielle, ça te prend des millions et des millions de dollars, sinon ça ne
fonctionnera pas. Nous, les solutions qu'on propose sont très, très abordables. À nouveau, tout dépend de qu'est-ce que tu veux faire de ton intelligence artificielle. Assurément, on est capable de faire des projets sur des budgets qui sont très, très, très raisonnables et puis qui sont à la portée également donc des PME. L'intelligence artificielle n'est pas juste pour la grande entreprise. Là. Ça, je peux te le dire officiellement. Il y a des beaux projets sur lesquels la PME peut démarrer, qui va créer énormément de valeur pour les aider dans leur futur. Je trouve ça fascinant de voir à quel point ça va vite, tu sais, puis que c'est déjà rendu dans certaines PME. Puis tu as nommé quelque chose que je trouve super important, puis je veux te relancer là-dessus, c'est que tu as dit c'est pas toutes les organisations qui sont prêtes, puis nous, des fois, on accompagne les clients à préparer le terrain ou j'imagine que c'est la gestion de changement un peu avec l'humain. Est-ce que ça fait partie un peu de votre processus à chaque projet, de dire, ben OK, oui, là, il y a tout l'aspect gestion de projet technologique, mais comment ça va impacter les gens dans l'organisation, puis les personnes qui travaillent en RH, reste que c'est un changement quand même de mentalité, ça peut faire peur. Donc ça, est-ce que vous avez un volet accompagnement, gestion de changement? Absolument. Et puis, Sarah, ce qu'il faut noter ici, c'est que le plus grand challenge, il n'est pas forcément au niveau technologique. Là. Il est plus au niveau humain, plus au niveau de la gestion du changement. C'est pourquoi moi, j'ai 3 questions que je pose souvent à ceux qui viennent vers moi ou ceux vers qui on va. Je leur dis souvent, est-ce que vous avez vraiment envie? Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous avez l'appui de votre haute direction? Est-ce que vous allez avoir le budget? Fait que ça, c'est 3 questions fondamentales que pour moi, si l'une des réponses à ces questions-là, c'est non, c'est rare d'entendre une entreprise dire ben, on va dire attends d'être prêt ou il y a des devoirs que tu dois faire. Ben, nous, c'est ce qu'on fait souvent. Ça nous est arrivé déjà de dire à de potentiels clients on pense que la maturité n'est pas encore là, il y a peut-être un travail à faire avant, on est prêt à vous accompagner dans ce travail-là, mais n'embarquez pas tout de suite sur un projet d'intelligence artificielle parce que vous allez avoir des très beaux outils, mais qui ne seront pas forcément utilisés par vos gens. Et puis moi, je l'ai vécu dans le passé avec des projets où tu mets en place des ATS, comme parlait tout à l'heure, une technologie RH, une plateforme où tu dois rentrer des données, etc. Et tu réalises que la majorité de tes gens n'utilisent pas ton ATS à son plein potentiel. Parce qu'ils n'ont pas été impliqués, c'est trop compliqué pour eux. Il y a plusieurs éléments qui font que ton projet technologique ne marche pas. C'est fascinant, puis c'est sûr que, tu sais, moi, c'est les premières choses auxquelles j'ai pensé, c'était ça, tu sais, la résistance au changement, la menace, entre guillemets, sur le rôle, la fonction RH. Fait que je suis convaincue que tu vis ça au quotidien. En tout cas, t'expliques très bien comment gérer ça, puis comment vous dealer avec ça. Là, j'ai le goût qu'on passe plus, si t'as encore un peu de temps avec moi, j'ai des questions. Je m'intéresse de plus en plus, là, tu sais, justement, au monde des startups à Montréal. Là, je commence à recevoir des gens de différentes entreprises, puis je trouve toujours ça fascinant. Puis je me disais, un entrepreneur comme toi, tu sais, toi, avant, tu étais directeur RH, là, tu l'as dit. Quand tu as commencé à dire, OK, je vais faire une startup en TI à Montréal, comment ça s'est passé? Ça a dû être super déstabilisant de rentrer dans ce monde-là qui est en pleine effervescence, puis qui a l'air d'aller tellement vite. Oui, écoute, moi, mon projet de créer une entreprise, il ne date pas d'aujourd'hui. Il date écoute, là, je pense que je devais avoir 10-12 ans, que j'ai toujours rêvé. Moi, j'ai un père, il est professeur d'histoire et de géographie, mais parallèlement, c'est un entrepreneur. Il mène beaucoup d'initiatives, beaucoup de projets, etc., que ce soit en élevage, que ce soit en agriculture. En tout cas, il y a beaucoup c'est quelqu'un qui est très, qui est bouillonnant, je veux dire, d'initiatives, etc. Donc ça, j'ai tout le temps baigné là-dessus. Et puis dans ma vie, j'ai tout le temps
agi comme un intrapreneur avec moi-même dans les organisations où je travaillais, dans les associations, parce que j'ai beaucoup milité dans les associations, notamment chez les éclaireurs et éclaireuses, etc. Donc, tout ça, je me suis toujours préparé personnellement, parce qu'on dit souvent que un rêve, pour que tu le réalises, ben, une fois que tu as fait ton rêve, il faut que tu l'amènes en mode projet. Mhm. Une fois que tu l'as amené en mode projet, amène ton rêve après le projet, amène-le en mode objectif. Une fois que tu as fait ça te permet de pouvoir réaliser ton rêve. Fait que j'ai fait un rêve, j'en fais un projet. Après ça, je décline les objectifs qui vont m'amener à réaliser mon projet. Fait que moi, j'ai toujours, d'ailleurs, une des raisons pour lesquelles je suis venu m'installer au Canada, c'en est une. Je me suis dit, mon objet, qu'est-ce qui va me permettre de réaliser mon rêve? Voici le projet que je pense, si je le mets en place, va m'aider à réaliser mon rêve. Et puis, et avec des objectifs, naturellement. Donc, toutes les étapes de ma carrière, tous les gestes, tous les pas que j'ai menés, que j'ai faits, devaient me mener logiquement dans mon projet, mes objectifs, à réaliser mon rêve qui était d'être un entrepreneur d'impact. Parce que oui, on peut être un entrepreneur, mais pour moi, c'est être un entrepreneur d'impact, faire partie de ceux qui vont, dans le fond, dessiner l'avenir des RH. Ça en est de l'impact. Créer en l'espace de moins de 3 ans, créer une vingtaine d'emplois, ça en est de l'impact. Permettre à des jeunes étudiants en maîtrise, en doctorat, en post-doctorat, de pouvoir graduer grâce à des projets de collaboration et d'avoir une première expérience en entreprise pour ceux que tu vas embaucher, ça en est de l'impact. Créer des emplois au Québec, ça en est de l'impact. Donc, j'ai toujours eu ce rêve-là que j'ai transposé en projet, ensuite en sous-objectif, qui m'a amené là. Donc, tout ça pour te dire que je m'étais quand même préparé. Donc, à chaque étape, à faire mes connexions, donc au niveau de l'écosystème avant, etc., etc. Et puis, la bonne nouvelle, c'est que Montréal bouillonne donc au niveau entrepreneurial. Et puis, je dis souvent que je ne me suis jamais senti en Afrique depuis que je suis au Québec. Les gens, Sarah, sont d'une générosité extraordinaire. Les gens veulent aider. Les gens veulent donner un coup de main. Les gens veulent que tu réussisses ton projet. Écoute, nous, dans notre conseil aviseur, c'est une façon de les remercier. On a quelqu'un comme Robert Dotton. On a quelqu'un comme Franz Saint-Elémy, je veux dire le COO de l'EDARTEC. On a quelqu'un comme Claude Baudin, l'ancien vice-président ressources humaines de Bombardier. Tu as Julie Plouffe, la CFO de White Star, etc. Je veux dire, et ainsi de suite. Tu as Richard Blain, professeur à HEC Montréal. Je veux dire, tu as tout ce monde-là qui t'entoure avec, je veux dire, avec une équipe extraordinaire. Tu as Polytechnique qui sont des partenaires privilégiés. Tu as Ivado, l'Institut de valorisation des données, dont je fais partie du comité de transfert technologique, qui nous entoure. Et puis tout ça, c'est des étapes, c'est des choses qu'on a avec Amanda et toute l'équipe qu'on a bâti, qu'on a tissé au fur et à mesure. Et à chaque fois, Sarah, les gens nous ont ouvert grand, je veux dire, leur bras en me disant, c'est extraordinaire, qu'est-ce que vous voulez faire? Remettre l'humain au cœur des organisations. Mais moi, comme RH, qu'est-ce que je retiens de ça? C'est que tu as beau avoir le meilleur modèle d'affaires au monde, tu as beau, je veux dire, avoir le plus gros financement au monde, ce qui va faire en grande partie ta réussite, c'est le comportement et l'attitude que tu vas développer pour toi-même, mais envers les autres. C'est ça qui va faire que l'écosystème va s'ouvrir à toi. C'est ça qui va faire que les gens vont avoir le goût de venir t'aider. C'est ça qui va faire que les gens vont avoir le goût de venir travailler pour toi et de participer à l'aventure. Et puis, c'est ça en bout de ligne qui va faire tout simplement le succès de l'entreprise, ta personnalité à nouveau. Donc, du coup, que tu sois un employé ou que tu sois un entrepreneur, on en revient au socle, Sarah. On a remis au socle. Le socle, c'est quoi?
c'est l'humain. Donc, nous, l'écosystème, c'est vraiment ouvert à nous. Écoute, on est passé par l'accélérateur de la Banque nationale HEC Montréal, on est passé par l'accélérateur du DEL à Longueuil, on est passé par NextAI également, on est passé également par le groupe 3737 à Saint-Michel. Donc, tout ça, c'est tout un écosystème. C'est tout un écosystème. Et puis, la petite anecdote, la première fois qu'on est arrivé à Livado pour parler de notre projet, les gens se regardaient. Ils disaient, ouais, mais avez-vous des données? Avez-vous un budget? Non, mais on va l'avoir. Et puis, comme je t'ai dit, on a quand même levé 2 millions de dollars au bout, après bientôt 3 ans avec la startup. On est allé chercher des clients d'envergure, que ce soit au Canada ou à l'étranger, particulièrement en Europe. On a bâti une équipe solide avec des gens extraordinairement talentueux et passionnés à qui je dis bonjour et merci. Fait que pour nous, l'écosystème a été un moteur et un levier extraordinaire. Puis ça, tu vois, ce que tu nommes, c'est important parce que souvent, je pense, de ce que je commence à en comprendre, c'est que des fois, les startups, pendant longtemps, faut les faire vivre sur du financement parce que c'est long à développer, c'est des projets qui peuvent être très coûteux, puis c'est dur des fois de convaincre le marché d'embarquer dans la technologie. Mais vous êtes comme déjà rendu là, si j'ai bien compris, dans votre 3e année. Tu sais, oui, tu as eu du financement au début, mais vous avez déjà commencé à convaincre des entreprises d'embarquer, puis le modèle est testé et éprouvé, là, finalement. Là. Absolument. Écoute, on a plusieurs clients. Ça va super bien. Comme je disais hier à un investisseur, je ne me couche pas le soir, je ne me couche plus le soir en me disant, oh my God, comment je fais pour payer mes employés demain? L'entreprise n'est plus à cette étape-là. On est plus dans une étape de croissance, d'accélération de la croissance. On a même refusé 2 investisseurs parce que la vision ne cadrait pas nous. Avec nous, qu'est-ce qu'on voulait? Et puis, on ne regrette pas de l'avoir fait. On les salue. Non, mais ce sont des très bons investisseurs. C'est juste que leur vision et la nôtre ne cadraient pas forcément. Et puis, nous, c'est important de garder la vision pour justement continuer à créer de la valeur. Oui, on a plusieurs clients et puis ça va super bien. Autant on a des projets d'envergure. Certains sont de plusieurs millions de dollars. On a des projets de moindre envergure, comme je te disais tout à l'heure, avec des entreprises qui nous font confiance et qui ont décidé que c'est avec nous qu'ils vont faire leur transformation, mais ils vont le faire à petits pas. Et puis ces petits pas-là, on les y accompagne et puis ça va super bien. Bien, super. Puis en terminant, est-ce qu'il y a un projet qui s'en vient ou quelque chose que tu voudrais soit nous annoncer ou inviter les gens? Puis il y a ton site web. Forcément, là, je vais mettre les liens vers ton profil et les profils sur les différents réseaux sociaux d'Airidi. Est-ce qu'il y a d'autres choses? As-tu des conférences bientôt? Je sais que tu es très actif au niveau médiatique. Écoute, est-ce qu'on a des conférences? Probablement. J'ai pas le calendrier de mes interventions. Et puis il y a des choses. Je sais qu'il y a, oui, on a quelque chose de majeur qui s'en vient que je pense que tout le Québec va en entendre parler parce que ça va être national. Et puis je pense qu'on va être c'est nous qui allons être vraiment au cœur de ça. Donc, ça s'en vient, je pense, probablement à l'automne. En tout cas, les préparatifs vont commencer dans pas très longtemps. Je pense que ça va. Est-ce que tu peux nous donner un petit scoop ou t'es pas... Non, pas pour l'instant, non, parce que je peux pas en parler, mais quand le moment d'en parler viendra, tu seras, je pense, une des premières à qui ça me fera plaisir d'en parler. Je te remercie d'être venu, puis je vais inviter les auditeurs encore, comme j'ai dit, à aller vous suivre. Moi, c'est sûr, en tout cas, que je vais continuer à suivre votre aventure à distance, puis probablement de proche aussi, si tu veux qu'on se redonne des nouvelles ou que tu as envie de venir reparler sur le podcast, je sais pas, dans 1 an ou dans quelques mois où vous êtes rendu, ben ça va me faire plus que plaisir de te recevoir encore. Fait que merci beaucoup, Pape Wade. Je te dis à la prochaine.
Puis bon vendredi. Et merci d'avoir bien prononcé mon nom parce que tu fais partie des rares personnes qui disent WAD. Ça me fait plaisir. Puis pour la transparence, j'ai commencé en disant Wade, puis je t'ai demandé si je le disais bien, donc t'es très patient de ne pas m'avoir corrigé. Merci, bye bye. À bientôt, Sarah. Au revoir.